Un bureau sombre à Pasadena, 1964. La caméra survole des piles de livres de mathématiques qui s'élèvent comme des gratte-ciel de papier. Richard Feynman, lunettes sur le nez, semble noyé sous 150 kilos de manuels scolaires. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'éducation. On vous a menti, pas par méchanceté, mais par design. Vous pensez que le système est là pour vous apprendre à résoudre des problèmes? Détrompez-vous. Il a été conçu pour vous apprendre à décorer votre ignorance. Feynman soupire, jette un livre sur une pile qui s'effondre. En 1964, Richard Feynman, prix Nobel et génie iconoclaste, accepte de siéger à la commission des manuels scolaires de Californie. Sa mission? Choisir les futurs livres de maths pour des millions d'enfants. Les autres commissaires sont des bureaucrates, des gens sérieux. Ils délèguent, ils font des moyennes, ils lisent des rapports sur les livres. Mais Feynman, lui, fait un truc que personne d'autre n'a jugé nécessaire. Il les lit. Tous. 5 mètres linéaires de manuels empilés dans son salon. Gros plan sur un livre dont les pages tournent frénétiquement. Et c'est là qu'il découvre le bug ultime du système. Un éditeur, en retard sur les délais, envoie son spécimen à la commission. Mais il y a un hic, le livre est vide. Totalement vide. Une couverture, une quatrième de couverture, et entre les deux, du papier blanc. Rien. Pas une équation, pas un mot. Le néant relié. Et devinez quoi? Ce livre blanc a été noté par les autres commissaires. Il n'a pas seulement été évalué, il a obtenu un score supérieur aux 2 autres manuels complets du même éditeur. Pourquoi? Parce que personne n'a ouvert la couverture. Le système traitait des formulaires, pas du savoir. Il faisait la moyenne de notes attribuées à du vide. À ce moment précis, Feynman comprend que les gens qui choisissent ce que vos enfants apprennent sont incapables de distinguer un vrai cerveau d'une coquille vide. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas le livre vide. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur de ceux qui étaient remplis. Feynman, furieux, jette un manuel de CP contre le mur. Il pointe du doigt une illustration, un chien mécanique, un vrai chien et une moto. Le pire n'était pas le silence du vide, c'était le bruit du faux savoir. Feynman tombe sur une leçon de science pour des enfants de 6 ans. La question: qu'est-ce qui fait bouger ce chien mécanique? La réponse officielle du guide pédagogique? 3 mots. L'énergie le fait bouger. Feynman: l'énergie le fait bouger? Mais c'est une escroquerie. Vous pourriez aussi bien dire Dieu le fait bouger, ou le Saint-Esprit le fait bouger, ou même la bougeabilité le fait bouger. Ça ne veut strictement rien dire. C'est une tautologie déguisée en science. Réfléchissez-y 2 secondes. Est-ce qu'en apprenant le mot énergie, l'enfant a compris quelque chose sur le ressort, sur les engrenages, sur la transformation du mouvement? Non. On lui a juste donné une étiquette pour fermer la boîte de sa curiosité. Feynman propose alors un test brutal. Essayez d'expliquer ce que vous venez d'apprendre sans utiliser le mot que vous venez d'apprendre. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez rien appris. Vous avez juste enrichi votre dictionnaire, pas votre esprit. On zoome jusqu'aux molécules. Prenez l'usure des chaussures. Le manuel dit « c'est à cause de la friction ». Fin de l'histoire. Circulez, il n'y a rien à voir. Mais la réalité, la vraie science que Feynman voulait enseigner, est magnifique. Le trottoir a de minuscules bosses, des pics invisibles. Quand vous marchez, ces pics s'accrochent aux morceaux de cuir de votre semelle et les arrachent violemment, petit à petit. D'un côté, vous avez un mot, friction. De l'autre, vous avez une image, une bataille microscopique entre le béton et votre chaussure. Le système choisit le mot à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui retient un mot est facile à noter. Un enfant qui comprend les engrenages commence à poser des questions. Pourquoi le ressort résiste? Et si je change la taille des dents? Et un enfant qui pose des questions, c'est un enfant ingérable pour une administration. Le système ne vous a pas appris à résoudre des problèmes. Il vous a appris à étiqueter les mystères pour ne plus avoir à les regarder en face. Scène: Rio de Janeiro, 1951. Un amphithéâtre rempli d'étudiants en ingénierie. Feynman est au tableau, une craie à la main. Il semble perplexe face à une classe qui répond au doigt et à l'œil. Si vous pensez que c'était un problème californien des années 60,
Détrompez-vous. Feynman l'avait déjà vu à l'autre bout du monde. En 1951, il enseigne la physique au Brésil. Il remarque un phénomène étrange. Il pose une question de cours et toute la salle répond en chœur, avec une précision chirurgicale. On dirait une armée de génies. Feynman efface le tableau et se tourne vers les étudiants. Très bien. Maintenant, imaginez la même situation, mais tournez l'objet de 90 degrés. Que se passe-t-il? Silence de mort dans la salle. Les étudiants se regardent, perdus. Le silence était assourdissant. Feynman venait de poser exactement la même question, sur le même concept, mais avec des mots différents. La machine s'était enrayée. Les étudiants n'avaient pas appris la physique. Ils avaient mémorisé le dictionnaire de la physique. Leur savoir était une pellicule de vernis sur un vide immense. Si vous utilisiez le mot-clé de l'index, vous obteniez la réponse. Si vous changiez une virgule, le système s'effondrait. Feynman, debout devant un pupitre, s'adressant à une assemblée de professeurs et d'officiels brésiliens. Son ton est grave. Je suis venu ici pour voir comment vous enseignez la science. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas de la science. Vous produisez des gens capables de passer des examens, mais incapables de créer quoi que ce soit. Vous ne leur apprenez pas à regarder le monde. Vous leur apprenez à réciter des poèmes dont ils ne comprennent pas le sens. Un silence pesant s'installe. Puis, un vieux professeur se lève, le visage décomposé, et lâche cette phrase qui résonne encore aujourd'hui. Je savais que notre système était malade. Ce que Feynman vient de nous montrer, c'est que nous avons un cancer. Gros plan sur 2 étudiants qui sortent du lot. Le choc final? Sur toute la promotion, seuls 2 étudiants avaient vraiment compris les cours de Feynman. Le premier avait été formé en Allemagne. Le second s'était formé tout seul, en lisant des livres à l'écart des cours, parce que ses professeurs étaient partis à la guerre. Le verdict était sans appel. 100% d'échecs pour le système officiel. Ceux qui réussissaient étaient ceux qui avaient survécu à l'école, pas ceux qui l'avaient suivi. C'est là que Feynman pose la question qui fait mal. À quoi sert un étudiant qui récite un livre quand le livre lui-même ne demande ni salaire, ni nourriture et ne fait jamais d'erreur de mémoire? Cette question, en 1951, était une intuition. Aujourd'hui, elle porte un nom, l'intelligence artificielle. Scène, une salle de conférence moderne, froide, remplie d'écrans. Les reflets des graphiques dansent sur les visages des participants. On passe d'un bureau de 1964 à une salle de serveurs en 2026. Aujourd'hui, le système n'a plus besoin de produire des étudiants brésiliens. Il a l'IA. L'intelligence artificielle est l'aboutissement ultime de cette éducation par l'étiquette. Elle a lu chaque manuel, mémorisé chaque formule, ingéré chaque réponse type. Elle est imbattable pour faire correspondre des schémas. Mais posez-lui une question dont la réponse n'existe pas encore. Demandez-lui de résoudre un problème où les données contredisent le manuel. Elle cale. Elle hallucine. Parce qu'elle ne comprend rien. Elle a juste tout retenu. Scène. Animation d'une île du Pacifique. Des hommes construisent une piste d'atterrissage avec de la boue et des tours de contrôle en bambou. C'est ce que Feynman appelait la science du culte du cargo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des insulaires du Pacifique ont vu des avions atterrir avec des cargaisons de nourriture et de technologie. Quand les soldats sont partis, les habitants ont voulu faire revenir les avions. Alors ils ont tout imité. Ils ont tracé des pistes, sculpté des casques en bois, fabriqué des antennes en bambou. Un homme s'asseyait dans une hutte avec des morceaux de noix de coco sur les oreilles en guise d'écouteurs. Feynman apparaît en fondu, regardant tristement la scène. Tout semblait correct, la forme était parfaite, mais les avions n'atterrissaient jamais. Ils faisaient tout bien, mais il manquait la chose invisible, celle qui fait vraiment atterrir les avions. La chose invisible, c'est l'intégrité scientifique. C'est ce qui a été arraché des manuels scolaires. Pas un chapitre, pas une formule, mais une habitude mentale, celle de vérifier si l'on comprend vraiment ou si l'on ne fait que mimer la forme de la réponse. En 1974, devant les diplômés de Caltech, Feynman lance cet avertissement qui devrait être gravé sur chaque écran de smartphone. Le premier principe est que vous ne devez pas vous duper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à duper.
Gros plan sur un auditeur qui semble réaliser quelque chose. Le système a été conçu pour que vous vous dupiez vous-même en toute sérénité. Il vous a donné des diplômes pour certifier que vous connaissez les noms des choses, tout en vous rendant aveugle à la nature des choses. Mais alors, si le système est une impasse, comment Feynman faisait-il pour ne jamais se perdre? Comment son cerveau fonctionnait-il pour voir des connexions là où tout le monde ne voyait que du bruit? La réponse tient dans une liste de 12 questions. Scène. Feynman, plus âgé, joue du bongo avec un sourire malicieux. Le rythme des percussions s'accélère, se transformant en une onde sinusoïdale sur un écran. Alors, comment fait-on pour s'échapper? Feynman n'était pas un génie au sens magique du terme. Il avait un système. Le mathématicien Giancarlo Rota a révélé son secret. Feynman gardait en permanence une douzaine de ses problèmes préférés à l'esprit. Des questions sur la fissure nucléaire, les rythmes de bongo ou le crochetage de serrure. À chaque fois qu'il entendait une idée nouvelle, un nouveau truc mathématique, il le testait contre ces 12 problèmes. Et de temps en temps, boum, une connexion se faisait. Un jour, dans une cafétéria, il voit quelqu'un lancer une assiette. Elle oscille en tournant. Pour n'importe qui, c'est un accident. Pour Feynman, c'est une collision entre un phénomène banal et l'un de ses problèmes latents sur les rotations. En s'amusant avec les équations de cette assiette, il finit par débloquer les secrets de l'électrodynamique quantique. Résultat, un prix Nobel. Tout ça parce qu'il n'avait pas rangé son problème dans une boîte étiquetée « divers ». Scène. La caméra s'approche d'un carnet de notes vierge sur un bureau. Voici votre plan d'évasion. Ce soir, écrivez vos 12 problèmes. Pas vos objectifs de carrière, pas vos KPI, vos vraies questions, celles qui vous obsèdent sous la douche. Gardez-les vivantes. Et quand on vous présente une solution toute faite, une étiquette, faite comme Feynman en 1964, ouvrez le livre, cherchez les engrenages. Si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans sans jargon, c'est que vous ne le comprenez pas. Vous ne faites que réciter le manuel. Un plan large de la Terre vu de l'espace, puis un zoom rapide vers une fleur, puis vers les atomes de ses pétales. Ton apaisé, philosophique. Le système a été conçu pour produire des citoyens prévisibles. Mais la réalité, elle, est sauvage, complexe et infiniment plus belle que n'importe quel mot. Savoir que l'énergie fait bouger le chien ne procure aucune joie. Mais voir le ressort s'enrouler, sentir la tension du métal, comprendre comment le chaos devient mouvement, c'est là que réside la vraie magie. La science n'est pas un dictionnaire de réponses, c'est l'art de ne pas se mentir à soi-même. Maintenant, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Un mot ou un mystère qui attend d'être résolu? Si vous voulez voir le monde tel qu'il est, sans filtre et sans étiquette, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. On a encore beaucoup de livres vides à ouvrir ensemble.